miracle attribué à Sainte Barbe. 136 se situe sur le site sauvage de la rive droite de l'Ailée. Développée par saint Maurice, elle devint un des hauts lieux de l'histoire religieuse de la Bretagne. Elle abrite aujourd'hui une communauté de missionnaires. La chapelle de Kermas-Clédin fut consacrée par l'évêque Yves de Ponsal en 1453. Ce chef-d'œuvre de l'art flamboyant breton ne put être édifié que grâce au mécénat des Rohan. Sur une partie des murs, les peintures de la danse macabre et de l'enfer sont une évocation de l'angoisse de la mort au XVe siècle. C'est bon. Pas dit, moi. Ces roulements de tambour pourraient être ceux qui accompagnèrent la destruction par Richelieu de certaines parties de l'imposant château de Pontivy. Construit au XVe siècle par Jean II de Rohan, les murs d'enceinte s'élèvent à une vingtaine de mètres. Ce sont ces mêmes tambours qui devaient accueillir la venue de Napoléon. Choisi par l'empereur comme centre militaire et stratégique de Bretagne, Pontivy, pour célébrer cet événement, s'était rebaptisé Napoléonville. Bien que le grand homme, occupé à d'autres affaires, ne vint jamais. C'est aux alentours de la ville que l'on découvre quelques chapelles aux légendes insolites. Sainte Loyale. Décapitée pour avoir refusé les avances d'un seigneur, elle prit sa tête tranchée entre ses mains et marcha jusqu'à la fontaine. Si vous avez le cœur pur, vous pourrez peut-être voir dans le miroir de l'eau 3 larmes de sang écarlate. Sinueux et pittoresque, le Blavet nous emportera jusqu'à Hennebont. Dans cette vallée verdoyante qui s'étire sur 40 km, certains prétendent avoir trouvé de l'or.
Aujourd'hui, l'Orient demeure l'un des plus importants ports de pêche de Bretagne. Annoncé un 10, 20, 10, annoncé à 2, un 10 à 2, et James Noir, la dame là-bas, c'est Moulin 1, 10, Moulin 1, 10, leur 17 au numéro 3, 0, 80, 80, 90, 1. L'Orient s'écrivait ainsi jadis, car comme son nom l'indique, elle fut construite pour devenir le siège de la Compagnie des Indes. La ville connaîtra la prospérité, mais aussi de nombreuses crises, jusqu'à ce qu'en 1770, les compagnies des Indes soient supprimées avec la perte des colonies françaises des Indes et du Canada. Installé dans l'enceinte de la citadelle de Port-Louis, le musée naval et celui de la Compagnie des Indes retracent cette page de l'histoire. Sur la route des Indes, les marins pouvaient rencontrer la mort sous toutes ses formes. Bateaux ennemis, scorbut, épidémies, tempêtes, naufrages et pire encore, la faim. À bord des vaisseaux, seuls les officiers bénéficiaient d'un lit et d'un peu de confort. Quant aux hommes d'équipage, ils vivaient les uns sur les autres avec le bétail. Rien d'étonnant alors à ce que les épidémies soient si fréquentes et si redoutées. Bien que les heures de repos fussent rares, les hommes trouvaient le temps de se disputer, de jouer aux cartes et d'organiser des fêtes pour rire et chanter ensemble. Un vieux dicton affirme que quiconque voit Groix voit sa joie. L'île, qui compte 2600 habitants, s'étire sur 8 km et mesure 2 à 3 km de large. Elle vivait autrefois de la pêche au thon atlantique. Avec la modernisation, les vieux thoniers de Groix ont dû prendre leur retraite.
et laisser place aux voiliers de plaisance. Entre Lorient et Carnac, la rivière d'Etel a creusé un large estuaire. Ici, la principale activité est la culture d'huîtres. La rivière d'Etel se prête bien, oui, à l'ostréiculture parce qu'on a de bonnes conditions pour travailler, on a une qualité d'eau formidable et le milieu, c'est un milieu où le plancton se reproduit bien et bon, les huîtres vont manger, tout le monde est content. De 1860 à 1966, les forges d'Hennebont comptaient parmi les plus importantes entreprises sidérurgiques bretonnes. Son musée évoque l'histoire de ces hommes et de leur lutte. C'est en 1342, pendant la guerre de succession qui ravagea la Bretagne, qu'une certaine Jeanne la Flamme, ainsi surnommée, entra dans l'histoire. Son action d'éclat permit aux troupes anglaises de libérer Hennebont. Une autre guerre commençait, qui devait durer 100 ans.
Auray est classée ville d'art et d'histoire grâce à son port, Saint-Goustan. D'ici, on armait des bateaux pour la pêche à la baleine dans le golfe de Gascogne et pour la pêche à la morue à Terre-Neuve. Tout cela n'existe plus depuis longtemps et le port est devenu un lieu de flânerie pour les promeneurs. Niché au creux de la rivière, Auray écrit les pages fondamentales de la réunification de la Bretagne. Avec Vannes, préfecture du département, l'histoire montre que de tout temps, le golfe du Morbihan et les points culminants qui l'entourent ont été le théâtre d'événements importants pour la région. Toutes ces batailles et ces querelles sont désormais loin, et Auray est redevenue cette petite ville pittoresque où il fait bon vivre. Comment ne pas laisser aller son imagination quand le soleil se couche sur ces alignements de pierre? Comment ne pas se laisser bercer, charmer, ravir par cette beauté tout à la fois somptueuse et mystérieuse? Il aura fallu plusieurs générations d'érudits, de savants, puis de scientifiques rigoureux pour entrevoir enfin la réalité humaine qu'enfouit la distance des ans. D'hypothèse en certitude, patiemment, lentement vérifiées, les mœurs de société de temps reculés se font jour peu à peu. L'histoire de ces recherches, de ces découvertes archéologiques, se trouve rapportée dans ce bâtiment, le musée de préhistoire de Carnac, un musée où l'on entre comme dans un livre ouvert sur les âges passés. Les mégalithes, du grec les grandes pierres, correspondent à la période dite du néolithique, débutant vers 5000 avant Jésus-Christ, alors qu'avant l'homme était chasseur, cueilleur. L'homme avec l'agriculture et l'élevage change radicalement de vie en devenant sédentaire.
Dans ce cadre nouveau, les mégalithes, menhirs et dolmens apparaissent comme le témoignage d'une nouvelle réflexion sur la mort et la vie spirituelle. Les mégalithes sont en effet des sépultures collectives, se présentant sous l'aspect de pierres verticales, ou support, et horizontales, ou couverture. À l'origine, ce n'était pas du tout cela. Des fouilles ont permis de retrouver les restes du cairn qui recouvrait ce monument, sorte de pyramide à gradins en pierre sèche, qui en s'effondrant a donné une butte arrondie, comme à Kercado. À ce titre, les alignements de menhirs participent à ces vastes ensembles cultuels du néolithique. La première question que l'on se pose, où toutes ces pierres ont-elles été trouvées? Le granit est local, avec une tendance en feuilletage. La difficulté liée à la taille et au transport de ces pierres n'apparaît pas insurmontable. En effet, fendre de gros blocs de roche, surtout feuilletés à l'avance, n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Sur terrain plat, 2 hommes peuvent tirer une tonne sur rouleau ou sur traîneau. Mettre les pierres debout demandait un plan incliné, au bout duquel il fallait les basculer dans une fosse creusée à l'avance pour recevoir le pied. Le cromlech, ou enceinte de pierre dressée, est une autre forme de monument cultuel mégalithique. Parmi les plus célèbres, il faut citer ceux de l'îlot d'Erlanik, dans le golfe du Morbihan. Un des cromlechs est en partie dans l'eau, le niveau de la mer ayant monté d'environ 7 mètres depuis sa construction au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Le musée participe enfin aux fouilles archéologiques, soit en dirigeant ses propres chantiers, soit en étant en relation avec d'autres, dans un but unique, nous en apprendre toujours plus sur nos origines et protéger notre patrimoine. En ce sens, un tel musée, en reconstituant avec patience la lente évolution technique de l'humanité, permet à chacun de se retrouver face à la somptuosité des monuments mégalithiques. Et dans le silence, de ressentir avec émotion la perpétuité des préoccupations humaines, d'accueillir avec humilité la démarche scientifique qu'a su nous dévoiler le travail archéologique comme une véritable poésie de la science. Pour la visite de la plus grande île bretonne, le départ se fait de Quiberon. L'histoire de la construction de la citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer doit être incluse dans toute l'histoire de la fortification de l'île. L'île de Belle-Île a été fortifiée dès la fin du XVIe siècle en fonction de sa richesse en eau douce, qui était à l'époque de la grande navigation à voile un trésor pour celui qui possédait une île ayant de l'eau et à l'abri bien sûr des côtes, des tirs des côtes. Et c'était le cas de Belle-Île. Qui possédait Belle-Île possédait la clé de la navigation entre les mers du Nord et la Méditerranée. Et Belle-Île a été convoitée aussi bien par les navigations hollandaises que celles d'Angleterre. Et on fortifie Belle-Île à partir du XVIe siècle. La citadelle, à l'origine, est un château fort construit par les ducs de Rohan. Puis la famille de Gondi fortifie davantage ce rocher qui surplombe le port de Palais. Mais les Gondi, n'étant pas de véritables militaires, abandonnent un peu au profit de la plaisance la fortification de l'île. Et Mazarin, au milieu du XVIIe siècle, décide de faire acheter Belle-Île par le surintendant Fouquet,
donc le ministre des Finances de Louis XIV. Fouquet, à ce moment-là, décide vraiment de fortifier l'île et de créer une citadelle qui est à l'origine de la citadelle que nous voyons aujourd'hui. D'ailleurs, des constructions de Fouquet, il reste tout de même pas mal de choses, comme la demi-lune qui est derrière moi, qui date de l'époque de Fouquet. Fouquet, bien sûr, on connaît sa pauvre histoire, est emprisonné, arrêté à Nantes par d'Artagnan, emprisonné à Pignerol, où il finira ses jours. Et la citadelle, comme toute l'île, revient au domaine royal. Et c'est le roi Louis XIV, bien sûr, qui envoie Vauban en 1683 pour décider de fortifier vraiment l'île et de refaire sur les plans nouveaux la citadelle. De sorte que tous les dehors que nous voyons ici datent de cette époque de Vauban et ont été fort bien conservés parce que très vite envahis par la végétation et abandonnés par l'armée assez tôt. Alors la fortification a subi de très gros assauts de guerre pendant la guerre de 7 ans, donc au milieu du XVIIIe siècle. Et en 1781, la citadelle est prise par les Anglais, après un débarquement à l'est de l'île, et les Anglais se postent sur les collines environnantes et pilonnent la citadelle qui, au bout d'un siège de 15 jours, est obligée de se rendre. La citadelle étant vaincue, l'île devient anglaise. Elle restera anglaise pendant 2 ans et demi et sera rendue à la France au traité de Paris. À partir de là, bien sûr, on est obligé de refaire des fortifications car il y a eu énormément de dégâts. Et les dernières constructions de la citadelle datent donc de cette époque, de la fin du XVIIIe. Au XIXe siècle, il n'y aura plus d'atteinte militaire et peu à peu, la place forte de Belle-Île tombera en désuétude. Les nouveaux armements et les fortifications de Vauban, bien sûr, sont obsolètes par rapport à l'armement et au progrès de l'artillerie du XIXe siècle. Donc l'histoire de la citadelle se termine avec Napoléon III. Et après, il n'y aura plus du tout d'exactions militaires dans les parages de Belle-Île. Il faut vous dire que la citadelle a été vendue par l'armée en 1960, vente aux enchères, et qu'elle a été acquise par monsieur et madame Larquetout, qui sont donc actuellement les propriétaires de ces 11 hectares de fortification de Vauban, que depuis 1960, ils rénovent, ils restaurent et ils aménagent. À l'intérieur du musée, plusieurs expositions nous accueillent, notamment celle de Sarah Bernard. Les objets et les images de ce musée racontent toute l'histoire de Belle-Île et permettent de comprendre la complexité des fortifications imaginées par Vauban au travers d'une superbe maquette. Des vagues également sur la plage de la baie de Donant, mais celles-ci sont moins dangereuses pour le surf. Le petit port de Sauzon est très différent de Palais. Sauzon veut dire saxon ou anglais pour les Bretons. Ils choisirent ce port pour organiser leurs raids et leur piraterie dès le IVe siècle. Le port dut s'agrandir à la fin du XVIIIe après l'installation des premières conserveries. Sauzon, tout comme Palais,
a de quoi retenir le peintre amateur. Même les plus grands ont succombé à son charme. Les départs sont quotidiens de Quiberon pour Ouat et Wédic. Ouat est cette île de 5 km de long sur 1 km 300 de large, séparée du continent par à peine 15 km. Les plages longues et blanches, baignées par une eau transparente, évoquent une île des Caraïbes. Nous accostons à Port-Saint-Gildas. Il se construit sur la côte nord de l'île après la destruction par une tempête, durant l'hiver 1951, du port Herbeck sur la côte est. Ouat est surtout une île de pêcheurs. Une cinquantaine de bateaux composent la flottille de cazayeurs et de ligneurs. Les Iliens vivent beaucoup mieux depuis que l'électricité fut installée en 1963. Rejoignons le port pour quitter Ouat. Prochaine étape, Wédic. La traversée du passage des Sœurs dure environ un quart d'heure. Cette proximité fait que l'histoire de Wédic se confond avec celle de Ouat. Wédic est plus petite, 2,5 km sur 1 km. Le courrier ou le passeur accoste par le nord au port d'Argol construit en 1973 et qui permet d'accoster à marée basse. Wédic vit principalement de la pêche et du tourisme. Pêche à pied, voile ou promenade autour de l'île seront nos activités essentielles. Notre tournée des îles s'achève dans le calme profond et ensoleillé de Wédic. Mais la tempête peut également souffler ici, rappelant le monde changeant des îles, ces petits paradis où le rêve devient cauchemar lorsque les éléments se déchaînent. Morbihan signifie petite mer. Le golfe d'une superficie de 300 km², au creux duquel est installé Vannes, est né d'un affaissement récent. Les historiens affirment qu'il n'existait pas au temps de Jules César. Cette petite mer est parsemée d'îles ou d'îlots minuscules, tels que l'île aux Moines, 7 km, ou l'île d'Ars, 3 km 500. La plupart de ces îles, au nombre de 40, sont des propriétés privées. Parmi les nombreuses légendes engendrées par la formation de ces îles, l'une d'elles raconte comment l'île aux Moines et celle d'Ars, qui ne formaient à l'époque qu'une seule et même île, furent séparées. C'est une vague gigantesque, engloutissant sous ses eaux noires une misérable fille de pêcheur qui mit fin à son amour impossible pour un riche seigneur de la famille d'Ars. Les synagos sont ces vieux gréements aux voiles rouges que l'on voit encore sillonner les eaux du Golfe. Bateaux représentatifs d'une époque où l'on draguait encore l'huître sauvage sur les hauts fonds, ils étaient conçus pour être très rapides afin d'échapper aux douaniers et pour pêcher avec très peu de tirants d'eau. Aujourd'hui, destinés au plaisir de naviguer à la voile, entretenus par des passionnés, ils ont constitué pour des familles entières un outil de travail indispensable. L'origine du synago remonte au siècle dernier. Ils sont originaires de Séné. C'est un bateau typique du golfe du Morbihan. Il n'en existe que dans le golfe.
nulle part ailleurs vous le trouverez. Les premiers qui ont été construits, c'était des synagogues de 6, 7, voire 8 mètres. Le changement de synagogue s'est produit quand le constructeur de Séné est décédé, M. David. Et c'est M. Kérien Obono qui a repris la construction des synagogues, qui a modifié leur structure, il les a allongées, modifié la quête des tambottes ainsi que la voilure, qu'il a modifiée en mettant des voiles appliquées au lieu d'avoir des vergues horizontales, qui donnaient un meilleur rendement pour remonter au vent. Les synagogues étaient destinés à la drague aux huîtres dans le golfe. Il existait à cette époque-là plusieurs bancs d'huîtres naturelles. Et aussi, je faisais le chalut à perche pour pêcher les petits poissons, les sols, tout ce qui existait dans le golfe. Et quand ils faisaient les régates, alors là, ils étaient une douzaine, même sur les petits bateaux. Sur ceux-ci, ils montaient une vingtaine, ils dansaient la ridée quand ils faisaient les régates. Ah bah oui, il y avait les bignoux, il y avait tout. Bah c'était pas réglementé comme maintenant. Et il n'y avait pas de brassière, ils s'en foutaient. Alors ça se terminait ici, au bistrot, chez la Bousse. Quelquefois, c'était à coup d'aviron quand ils repartaient sur la gueule, celui qui avait perdu. Enfin, c'était comme ça, ils avaient bien vu un bon coup de rouge, et tout le monde était content, quoi. Ils avaient pu repartir à la maison, tout joyeux d'avoir fait leur régate. Et la dernière régate a eu lieu en 1951. Et cette fois c'était la fin des synagogues à ce moment-là, parce que les derniers ont eu des moteurs. Et je crois que c'était leur mort, parce que c'était pas des bateaux construits pour recevoir des moteurs. Après une période d'absence, les voiles rouges des synagogues ont retrouvé les eaux bleues du Golfe grâce à la volonté de nombreux bénévoles et d'associations. Mais attention, pour naviguer dans le Golfe, mieux vaut en connaître les dangers et surtout les courants violents traînés par les marées. Bon, la difficulté sont les courants. Enfin, quand on les connaît bien, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut partir avec le courant et revenir avec. Comme c'est le cas aujourd'hui avec les grandes marées, les gros coefficients. On ne passe pas partout.
Déjà choisi par les Vénètes en 56 avant notre ère, on sait que Vannes, après la constitution du royaume de Bretagne, par Nominoé au IXe siècle, fut à l'origine du royaume puis du duché de Bretagne. La ville fut aussi à l'origine du rattachement de la Bretagne au royaume de France en 1532. Vannes a écrit une grande part de l'histoire de la Bretagne et abrite dans l'enceinte du Château Gaillard la Société Polymatique de Vannes. Cette société privée, créée par des passionnés d'archéologie, présente toute l'année au public des œuvres et des objets qui constituent des trésors inestimables, comme l'atteste l'histoire de cette découverte. On imagine l'émotion de René Gall, notre archéologue, lorsqu'en 1863, il a découvert ces objets sur le dallage de Manérouec, c'est le nom de ce dolmen, sous un tumulus de très grande dimension. Entrant la torche à la main, donc il découvre dans un premier temps ces objets, puis lors de la fouille, il a la joie de retrouver tout ceci, une quantité de hachettes en fibrolite, 90 exactement, le tout pêle-mêle dans un compartiment sous ce dallage, donc masqué à la vue, et accompagné de ces 11 grandes haches qui avaient été auparavant brisées intentionnellement. Et l'objet le plus rare, incontestablement, c'est celui-ci. Alors c'est une hache, bon, vous allez me dire, elle ressemble aux autres parce qu'elle est polie, mais ce qui la différencie, c'est cette ligne en avant, cette carène, que l'on ne trouve sur aucune autre hache. Elle est unique. Cette hache a été découverte dans le monument, sur une sorte de dallage, et elle était posée sur l'anneau de pierre qui l'accompagne. Ce rite maintenant nous échappe parce qu'il n'y a pas d'écriture, mais on sait que c'était fait de façon cultuelle. Non, point d'ampouille. Est-ce que ça va être la star totale en pensant là? Nous sommes toujours à Vannes, dans le plus vieux quartier de la ville, le quartier de Saint-Paterne. Il s'y dégage une atmosphère toute particulière, propre au lieu chargé d'histoire. Ce quartier fut le premier lieu d'implantation des Romains et de Saint-Paterne lui-même, le premier évêque de la cité.
L'église de ce vieux quartier est devenue l'une des étapes d'un important pèlerinage consacré aux saints bretons. Nous voici dans un autre lieu, lui aussi chargé d'histoire, installé face à la cathédrale de Vannes, le musée de la Cohue. Visite guidée avec Madame le conservateur. Alors, dans cette salle, on présente actuellement les œuvres de Charles Ferdinand de Lambilly. C'est un artiste qui est peu connu, ou qui n'est pas connu, mais qui s'est attaché à dessiner les différentes vues de Vannes, la tour du Connétable, très souvent, les lavoirs, les rues, les portes. Donc un regard un petit peu pittoresque sur une ville ancienne. Bon, ce sont des dessins qui sont datés de 1850-1880 à peu près, et qui sont d'excellents documents. C'est une sorte de reportage, en fait, sur la vie. Alors là, nous montons vers la salle de l'étage où sont regroupées les œuvres permanentes du musée. Dans ce petit espace, nous avons regroupé quelques peintures de Jean Frélaud, qui est un artiste vanntais bien connu, surtout pour sa gravure. On a aussi le souvenir de la construction en banc de bois, ou ce qu'il en reste, en tous les cas, de la salle primitive, de cette salle haute, comme on l'appelait, qui a vu se réunir donc, les parlementaires venus s'installer à Vannes. Alors nous nous trouvons ici dans la salle haute de la Cohue, donc la salle qui a vu se réunir les parlementaires pendant le temps où ils ont siégé à Vannes. Cette collection est essentiellement une collection de peintures, d'œuvres qui proviennent pour une grande part de dépôts de l'État ou de donations diverses. Cette collection est du fait un petit peu hétéroclite, mais elle renferme un certain nombre de pièces importantes, et notamment le tableau de Delacroix de 1835, qui était à l'origine destiné à la cathédrale de Vannes, mais bon, son modernisme, la touche extrêmement nouvelle donc de Delacroix, à cette époque, a sans doute un petit peu effrayé les Vanntais. Alors la Cohue, c'est tout d'abord un lieu qui, au Moyen-Âge, était une halle, un espace où se réunissaient donc les marchands de toile, de beurre. C'était un marché à ciel ouvert. Pour le moment, dans cet espace, nous présentons une exposition consacrée à l'histoire de Vannes. Donc on l'appelait Vannes, une ville, un port, parce que l'élément marin qui pénètre donc la ville a fortement influencé son développement urbanistique et son histoire. Le port de Vannes, on le situe très bien, le port antique, donc le premier lieu de déchargement de marchandises venues par bateau, on le situe au niveau de la préfecture actuelle, et ce port antique nous a livré un bon nombre de pièces qui montrent que le trafic avec l'Italie, avec la Saintonge, était extrêmement actif. Alors malgré les difficultés de la navigation dans le golfe du Morbihan, et on les connaît encore aujourd'hui, ces difficultés, donc les courants, toutes ces choses qui sont évoquées par les balises, et la nécessité pour les gros bateaux d'alléger leur cargaison à l'entrée du golfe, malgré tout Vannes a été un port important, notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe.
Installé sur la presqu'île de Rhuys, le château de Sussigno, construit en 1218 par Pierre Mauclerc, se voulait tout d'abord une résidence secondaire. Mais son histoire fut mouvementée, puisqu'il passa tout d'abord entre les mains du duc de Montfort durant la guerre de succession, puis entre celles de Du Guesclin, à nouveau entre celles de François Ier, enfin il fut enlevé en 1795 par les Chouans. Pourtant ravagée en 1488 par les troupes du roi de France, la forteresse de l'Argoat dresse aujourd'hui à 44 mètres son magnifique donjon, le plus haut de France. Ce site exceptionnel a servi de décor à Robert Bresson pour son film Lancelot du Lac. Étape pour découvrir l'arrière-pays breton, Ploërmel. Le plus grand lac de Bretagne, le lac aux Ducs, avec ses 2,6 km², se situe au pied de cette ville. Voisine de la forêt de Paimpont, plus connue sous le nom de forêt de Brocéliande, Ploërmel fut fondée par un moine irlandais. Elle devint lieu de résidence pour les ducs de Bretagne et joua donc un rôle déterminant dans l'histoire militaire bretonne. Une visite au musée de l'horlogerie est fortement conseillée. Se doutrait-on en admirant la magnifique façade du château de Josselin que son existence est liée à la découverte d'une petite statue en bois de la Vierge par un paysan dans un buisson de ronces qui ne fanait jamais. À l'origine, sanctuaire appelé Notre-Dame du Roncier, puis bourg, enfin château, construit par le seigneur Josselin, l'édifice fut détruit et reconstruit de nombreuses fois pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, un des plus beaux châteaux de Bretagne. Il appartient toujours à la célèbre famille des Rohan, dont descendent les plus grands rois de France, tels que François Ier et Henri IV.